Alors, donc il s'agit des enjeux de la transition à l'âge adulte, de l'autisme et de la psychose. Et nous accueillons le docteur Amirali Evangelia Lila, chef du département en psychiatrie du CHU de Sainte-Justine. C'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Effectivement, on m'avait dit que la présentation serait affichée par vous. Est-ce que ça c'est le cas ou il faut que je l'affiche moi-même? Je l'ai envoyé. Je commence. Alors, écoutez, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Je vais vous parler de la transition, puis plutôt, je vais me concentrer sur les personnes autistes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler pour la psychose, mais s'il y a des questions, si ça nous reste du temps, ça va me faire plaisir. Ça, c'est deux sujets qui sont très proches de mon cœur. Puis, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'avance ou c'est moi qui faut l'avancer? Il faut que je vous dise. Je ne suis pas sûre. Vous pouvez demander d'avancer les diapositives comme ça. OK, parfait. Alors, vous pouvez avancer. Alors, vous pouvez avancer encore. Merci beaucoup, puis encore plus. Les objectifs de cette très brève présentation d'aujourd'hui est de parler un petit peu des enjeux de la transition de personnes autistes, identifier les barrières pour une transition gagnante, ce qui est pas évident, discuter des solutions potentielles du point de vue de la famille et des professionnels, puis discuter les modèles de la maison médicale et sa contribution à la transition à l'âge adulte. La prochaine, s'il vous plaît. Le TSA est un trouble complexe neurodéveloppemental dans une étude de National Autism Registry qui vient des États-Unis. Ils ont étudié 371 diades par un enfant. À peu près seulement moins que 20% étaient suivis par une structure qui s'appelle la maison médicale, sur laquelle je vais revenir. Puis seulement 30% parmi eux ont reçu des soins coordonnés. Alors, ça se peut que c'est différent en Europe, mais il faut vous dire que dans l'Amérique du Nord, le système de santé est très complexe, puis c'est pas évident pour les patients de recevoir ce qu'ils veulent parce que ils peuvent pas même aller chercher par eux-mêmes les soins qu'ils ont besoin. Il faut qu'ils soient référés par quelqu'un d'autre. Et puis au Canada, dans notre système de santé publique, ça, c'est très important. Alors, vous voyez dans les statistiques que moins que 50% ont reçu des soins qui étaient centrés sur la famille. Puis, à peu près 63% avaient des besoins qui n'étaient pas satisfaits. Pas de thérapie comportementale, pas de communication, d'aide de communication, par exemple, pour l'ouïe ou pour l'ergothérapie ou la physiothérapie ou l'orthophonie, parce que tous ces services-là, il faut être demandé par quelqu'un qui est en charge du patient. 70% des familles aussi avaient des besoins qui n'étaient pas satisfaits. Pas de répit, pas de counseling génétique, pas de service de santé mentale pour la famille. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, ce qui nous amène à la question de la transition. Pour avoir une transition gagnante, comme je dis, c'est pas évident du tout. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une transition gagnante? Ça veut dire une bonne santé, autant physique que mentale. Et au niveau de l'éducation et de l'emploi, ce qu'on peut faire, on peut faire notre meilleur. Relations interpersonnelles positives, aussi faire avancer l'autonomie progressivement de la personne, puis de préserver le soutien de la famille, le soutien social, le soutien communautaire à la meilleure façon possible. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, à ce moment-là, il faut comme ça a été dit déjà, là, il ne faut pas les faire pour eux, il faut les faire avec eux. Et puis, pour faire une transition avec nos patients, il faut vraiment considérer toutes les perspectives différentes. Alors, les perspectives des parents, les perspectives de l'individu et aussi la société dans laquelle il se trouve. Disons, quand on regarde, si vous pouvez aller à la prochaine, s'il vous plaît,
Quand on regarde ce qu'il faut considérer, il faut considérer le soutien individualisé, les valeurs. Nous sommes ici à Montréal dans une société multiculturelle. On a autour de notre hôpital, dans la communauté, plus que 120 langues qui sont premières langues dans la maison. Alors, vous comprenez la complexité de répondre aux besoins de toute cette famille-là, qui ont des valeurs différentes, à la fois des cultures différentes, puis aussi regarder au niveau de l'individuel les capacités et les aptitudes de la personne. Ça prend aussi une coordination systémique, ce qui est difficile parce que notre structure et l'organisation dans le quotidien est séparée à l'âge de 18 ans. Alors, il y a par exemple, notre système d'éducation permet aux jeunes autistes de continuer leur étude de deuxième cycle jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais ça n'est pas le cas pour le système de santé. À l'âge de 18 ans, il faut changer. Puis dans l'établissement pédiatrique, il faut passer dans un établissement adulte qui souvent n'offre pas les services qui sont adaptés à leurs besoins. Alors, on a effectivement plusieurs enjeux très importants. La prochaine, s'il vous plaît, je pense tout de suite aux barrières, l'absence de structures et de services après l'âge de 18 ans. Il y a un problème avec notre système d'éducation, de formation pour les médecins, pour les professionnels de la santé. Et puis, disons, par exemple, je suis psychiatre, pédopsychiatre. Dans notre système de formation, quelqu'un peut faire toute sa formation en psychiatrie avec très peu d'exposition auprès des personnes autistes. Alors, ça devient très difficile quand il arrive à avoir à traiter puis à soigner des patients qui ont des troubles psychiatriques, mais qui sont dans le spectre d'autisme. Il faut aussi regarder le manque de services communautaires qui amène à un isolement de ces personnes-là à l'âge adulte. En plus, les comportements souvent détériorent et les difficultés relationnelles deviennent beaucoup plus importantes puis plus pertinents pour les personnes autistes avec l'adolescence et pendant l'âge adulte quand ils sont encore jeunes. Alors, la détérioration de la qualité de vie qui est aussi liée aux fonctions exécutives, dépendamment à leurs capacités cognitives, est aussi un facteur qu'il faut considérer très important. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, seulement si on regarde les statistiques, 20% de ces jeunes-là réussissent à vivre indépendamment à l'âge adulte. Même les personnes avec un QI normal ou ont moins des activités structurées parce qu'il y a moins d'opportunités pour être inclus dans la société. Seulement 30% obtiennent un emploi payé. Souvent, il faut qu'ils soient surqualifiés. C'est une question de stigmatisation. Malheureusement, même dans nos sociétés qui sont bien avancées puis bien développées, on voit toujours des difficultés de ce genre, de cette personne neuroatypique de pénétrer dans le système du quotidien. Ils ont aussi des difficultés académiques post-secondaires. Souvent, ces difficultés sont liées à leurs difficultés, leur isolement social, aux symptômes internalisés. Souvent, sont liées aussi à la façon que notre système d'éducation est créé, qui privilégie beaucoup le travail en équipe, le travail ensemble, puis les personnes qui sont plus à l'aise pour travailler en façon seule, trouve beaucoup plus difficile. En parenthèse, je vous ajoute ici que parmi nos patients qui ont fait mieux pendant la pandémie, particulièrement au début de la pandémie, j'avais eu des personnes autistes, des personnes neuroatypiques qui ont trouvé notre système de l'éducation en distance beaucoup moins stressant que le système qui les oblige d'être dans la classe avec toutes les difficultés du milieu social de l'école. Alors, les écoles et les programmes spécialisés sont sûrement un avantage, mais dans le passage vers l'âge adulte, ce n'est pas nécessairement le cas parce que les systèmes qui les a encadrés jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la fin de l'adolescence, n'est plus là ou n'est pas à l'auteur de leurs besoins. La prochaine, s'il vous plaît. Il faut aussi regarder très bien la famille. La famille est souvent
c'est qui épaule tous ces patients-là, puis les aide tout autour de leur développement. Les parents, souvent, sont épuisés, ils ont des inquiétudes financières, ils se questionnent qu'est-ce qui va arriver. Je crois qu'il y a un écho, si quelqu'un pourrait fermer le microphone. Merci. Alors, ces inquiétudes financières donnent beaucoup de difficultés aux parents, puis les ressources sont vraiment limitées, au moins chez nous, pour les personnes qui ont un QI normal, parce que s'il n'y a pas une déficience, il n'y a pas vraiment les soutiens nécessaires pour supporter ces jeunes-là. Souvent, les accès aux subventions nécessitent le consentement de l'individu, puis les parents ne sont pas en position, parce que c'est demandé par la loi, que ça sera l'individu qui va faire la demande, même si l'individu n'est pas toujours apte à consentir, ou même si l'individu n'est pas capable de le faire par lui-même, les familles n'ont pas le droit de faire les démarches pour eux. Alors, ça nous prend au niveau aussi de notre système légal de faire l'advocacy constamment pour aider ces jeunes-là. La prochaine, s'il vous plaît. Les facteurs positifs qui peuvent aider à cette transition, c'est la capacité d'adaptation de la personne, l'absence de symptômes internalisés, puis problèmes psychiatriques, l'emploi payé au secondaire. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'advocacy pour aider ces jeunes-là à avoir un emploi pendant les secondaires, ça les prépare plus tard pour l'autonomie. L'autonomie de se soigner, d'être capable de compléter les activités du quotidien est super important. Puis finalement, les exigences et les attentes parentales d'emploi. Alors, il y a tout un deuil que les parents ont à faire par rapport à l'emploi, puis les La prochaine, s'il vous plaît, puis si vous voulez fermer votre micro, les solutions proposées et les modèles de la maison médicale sur lesquels je vais revenir. C'est très important, je vous reviens dans ça. Le case management. Je vois ici que Noélie, votre micro est ouvert. J'apprécierais beaucoup. Merci beaucoup. Le case management, ce qui est l'intervenant pivot, est une façon qui est à démontrer dans plusieurs études de données probantes, et à démontrer l'efficacité à guider les jeunes avec des Vous pouvez fermer votre micro. Merci beaucoup. Alors, l'intervenant pivot, le rôle de l'intervenant pivot est effectivement d'accompagner la famille d'un jeune âge dans les cas complexes. Puis, c'est vraiment, ça fait une grande différence parce que c'est une personne qui peut aussi aider la famille. C'est un professionnel de la santé, par d'habitude, soit une infirmière ou une infirmière, soit un clinicien, un professionnel de la santé, à la fois même les médecins, peut-être l'intervenant pivot, qui peut aider la famille dans les questions aussi du quotidien, mais pendant les moments de crise. Ça, c'est éprouvé de fonctionner extrêmement bien pour la psychose, les premiers épisodes psychotiques, puis aussi pour les TSA, là où ça s'est utilisé, ça fonctionne bien. Le navigateur est un rôle un peu moins complexe de quelqu'un qui, à la fois, simplement dirige le trafic. Alors, s'il y a des difficultés dans notre système de santé complexe, le navigateur aide la famille, puis on essaie de préserver la même personne dès tout début du diagnostic, même avant le diagnostic, jusqu'à pendant toutes les années au niveau géographique, dans une appartenance géographique de la famille, pour les aider mieux naviguer le système. Il y a quand même des résultats un peu mitigés parce que les familles préfèrent plutôt un intervenant pivot qui peut les aider à la résolution du problème qu'un navigateur qui à la fois les dirige vers les bonnes ressources et les accompagne seulement pour chercher les bonnes ressources.
Il y a aussi certaines évidences que pour l'intervention familiale en groupe qui peut aider beaucoup les familles et les parents à adresser la problématique de jeunes neuroatypiques puis de les aider pendant les enjeux de transition. On a quelques études sur les programmes de planification de la transition en ligne, qui est un beau projet, mais ce n'est pas vraiment démontré en répétition dans d'autres pays. Puis, il y a aussi un bon programme en vidéo des habiletés sociales pour les études postsecondaires. Encore une fois, ce n'est pas testé par plusieurs équipes différentes. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, je passe maintenant au modèle de la maison médicale. C'est un modèle qui était premièrement proposé dans le journal de Pediatrics en 1967. Ça s'est répété encore une fois dans le Policy Statement of the American Pediatric Society. C'est un modèle basé aux soins de la première ligne. C'est pour ça que c'est super intéressant, parce que c'était prouvé à améliorer l'accès aux soins et aux services de haute qualité pour les enfants ayant des besoins spéciaux, pas seulement les personnes autistes. Alors, ce modèle-là, à la prochaine s'il vous plaît, dans ce modèle, l'enfant a son propre médecin ou son infirmier qui dirige les soins. C'est la même équipe qui fait le suivi pendant la trajectoire développementale. Puis, on n'a pas besoin à référer l'enfant ou l'adolescent dans un spécialiste ou dans une personne, dans un professionnel pour leur évaluation. La prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est ce qui permet les soins centrés sur la famille. Dans ces modèles de la maison médicale, on a la disponibilité de l'intervenant, puis l'intervenant va chercher les professionnels nécessaires. L'intervenant est à l'écoute et attentif aux besoins de la famille, ce qui veut dire aussi sensible aux valeurs de la famille, puis pour des pays où on a plusieurs cultures différentes, puis où on a des personnes qui arrivent avec des attentes différentes du système, où il faut les aider, mais ça offre toutes les informations nécessaires. Ça peut avoir accès aux services d'interprète au besoin, puis travaille en partenariat avec la famille. Alors, on spécifie les enjeux de la transition avec la famille et l'individu au cœur. On ne fait pas pour eux, on fait avec eux. Finalement, l'avantage, la prochaine s'il vous plaît, de la maison médicale est la coordination des soins. La coordination, c'est qui est un enjeu important qui est dans notre système à l'Amérique du Nord, c'est quelque chose qui nous manque. Alors, les modèles de la maison médicale, je vous laisse avec l'appréciation, la prochaine s'il vous plaît, d'un modèle qui est centré sur la famille, compréhensif et coordonné. Je vous laisse avec l'appréciation de Paul Carbone, Treating the Whole Person with Autism, traiter la personne avec l'autisme, les personnes entières, si vous voulez. C'est pas la bonne expression, puis c'est un processus qui met l'emphasis sur les services compréhensifs, centrés sur la famille, continu, sensible au niveau de la culture, avec beaucoup de compassion, coordonné avec tous les autres professionnels dans la communauté. Je vous remercie, puis s'il y a des questions ou des commentaires par rapport à la psychose aussi que je n'avais pas eu le temps d'embarquer aujourd'hui, je vais les faire avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre belle intervention et tout à fait spécifique, comme on le voit. Hein, comme vous dites, les troubles du spectre autistique, l'autisme, c'est une pathologie bien singulière qui n'est pas toujours connue par les cliniciens, même psychiatres. Vous l'avez parfaitement expliqué. Et ce que l'on perçoit, c'est que l'enjeu de la transition, on l'a vu dans les précédentes communications, était l'enjeu de l'autonomie. Comment penser l'autonomie chez une personne atteinte de troubles du spectre autistique, et vous l'avez bien dit, en fonction du niveau, dont le niveau d'autonomie déjà développemental est en dessous des attendus d'une certaine manière du fait de la pathologie. Et effectivement, la réponse de la maison médicale du soin coordonné dans une prise en charge très globale du jeune
et de sa famille en fonction de tout ce qui a été fait avant est une réponse tout à fait pertinente et singulière. Donc, je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions parce qu'on est aussi un peu limité par le temps. On a un peu dépassé, mais bon, il y avait des problèmes techniques et puis les conversations, les interventions étaient tout à fait pertinentes. Donc, peut-être en mot de conclusion, je voulais vous remercier, vous, avec votre dernière intervention, et puis tous les intervenants, tous les participants. C'était très, très constructif. Et puis, on voit bien combien, grâce à notre réseau, on va pouvoir sûrement établir des liens pour continuer ce travail sur la transition, et ce, quelles que soient les pathologies. Un grand merci à tous et à bientôt pour la suite. L'atelier suivant va se poursuivre. Merci beaucoup. Merci.